L'ami de mon fils a demandé à rester, juste une nuit, mais les bleus sur son dos disaient le contraire. Un mardi ordinaire, l'ami de mon fils a frappé à notre porte avec un sac à dos et un sourire répété. Puis-je rester juste pour cette nuit, a-t-il demandé, ces quelques mots prononcés avec une telle désinvolture étudiée. Mais plus tard, alors que le clair de lune inondait ma chambre d'amis, j'ai vu la vérité écrite sur son dos, de vilaines échymoses violettes qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. Elle racontait une autre histoire, celle de placards fermés à clé, de cris silencieux, d'adultes qui détournaient le regard. Je n'étais qu'une autre mère de banlieue avec le dîner dans le four et des factures empilées sur le comptoir. Je n'étais pas préparé à affronter des monstres au visage respectable. Mais certains choix ne sont pas vraiment des choix du tout. Parce qu'une fois que vous avez vu ce que j'ai vu sur le dos de Noah, vous ne pouvez jamais l'oublier, et vous ne pouvez jamais vous en détourner. Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Un autre mardi soir à Pinewood. Pain de viande, dont Ellis se plaignait toujours mais finissait son assiette quand même. Je le sortais du four quand j'ai entendu la sonnette retentir. Je vais ouvrir, maman, a crié Ellis depuis le salon. À 10 ans, il avait récemment décidé que répondre à la porte faisait de lui l'homme de la maison. J'ai souri, en posant le plat fumant sur le comptoir. Notre petite routine dans notre petite maison de notre petite ville était prévisible mais réconfortante. Après le départ de David il y a 3 ans, le prévisible ressemblait à une bénédiction. La conversation étouffée à la porte a duré plus longtemps que d'habitude. Curieuse, je me suis essuyé les mains sur un torchon de cuisine et me suis dirigé vers l'entrée. Ellis se tenait la porte ouverte, chuchotant intensément avec un autre garçon de son âge. « Ellis » ai-je appelé en arrivant au coin du couloir. Les deux garçons ont sursauté. Le visiteur était mince, blond et pâle, avec des cernes sous les yeux qu'aucun enfant ne devrait avoir. Il serrait contre sa poitrine un sac à dos usé comme s'il contenait tout ce qui était précieux au monde. « Maman, c'est Noah de l'école » a dit Ellis rapidement, ses yeux me suppliant pour quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Noah Grieve. Le garçon, Noah, m'a regardé avec des yeux bleus clairs. « Madame, je suis vraiment désolé de vous déranger. » Sa voix était douce, répétée. Je me demandais si je pouvais peut-être rester ici, juste pour cette nuit. Ma mère n'est pas encore rentrée. Et votre mère ne sait pas où vous êtes, ai-je interrompu, des sonnettes d'alarme retentissant. Noah a baissé les yeux. Elle travaille parfois de nuit. Elle ne s'en rendra pas compte. Ellis m'a pris la main. S'il te plaît, maman? Noah est vraiment cool. Il m'aide en maths. J'ai étudié Noah plus attentivement. Ses vêtements étaient propres mais froissés, comme s'ils avaient été tirés du fond d'un tiroir. Ses baskets étaient usées sur les bords. Mais c'était le regard dans ses yeux qui m'a frappé, un calme étudié avec quelque chose de désespéré en dessous. Noah, mon chéri, je devrais vraiment appeler votre mère, ai-je dit doucement. Ses épaules se sont tendues. S'il vous plaît, ne le faites pas. Elle va juste. Elle a besoin de se reposer. Je ne veux pas la déranger. Une portière de voiture a claqué dans la rue, et Noah a tressailli, il a vraiment tressailli à ce son. Mon estomac se serra. Juste pour cette nuit, m'entendis-je dire. Mais demain, nous parlerons d'appeler votre mère. D'accord. Le soulagement qui a envahi les visages des deux garçons m'a fait me demander dans quoi je m'embarquais. Ellis a levé le poing en signe de victoire, tandis que le sourire de Noah n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Merci, Madame Whitmore. Je promets que je ne causerai aucun problème. Claire, ai-je corrigé. Appelez-moi Claire. J'ai montré à Noah notre chambre d'amis, qui n'était en réalité qu'un petit bureau avec un canapé-lit. Ellis restait à proximité, clairement protecteur envers son ami. Le dîner est presque prêt. Vous aimez le pain de viande, Noah, ai-je demandé, essayant de paraître normal. Oui, madame. Je veux dire, Claire. J'aime tout, en fait. La façon dont il l'a dit m'a fait penser qu'il avait dû aimer tout ce qu'on lui mettait devant lui. À table, j'ai observé Noah attentivement. Il mangeait vite mais proprement, prenant des portions modestes jusqu'à ce que je l'encourage à se resservir. Ses yeux restaient principalement fixés sur son assiette. Quand Ellis a accidentellement fait tomber sa fourchette avec un bruit métallique, la main de Noah a eu un sursaut, bien qu'il l'ait bien dissimulé. Ellis a maintenu la conversation, me parlant de leur projet de science sur les écosystèmes.
Noah contribuait occasionnellement, montrant des éclairs d'intelligence et d'humour qui m'ont fait comprendre pourquoi Ellis l'aimait bien. Mais il y avait toujours cette réserve, ce contrôle prudent. Après le dîner, j'ai suggéré que les garçons prennent une douche avant de se coucher. Ellis est passé le premier, tandis que Noah m'aidait à débarrasser la table, insistant, en fait, malgré mes protestations. Ma mère dit qu'un invité doit toujours aider, a-t-il expliqué, empilant efficacement les assiettes. Votre mère vous a bien éduqué, ai-je répondu, en observant ses mouvements méthodiques. Est-ce qu'elle travaille souvent de nuit? Les mains de Noah se sont arrêtées une seconde. Parfois. Ça dépend de l'horaire. Que fait-elle? J'ai gardé un ton désinvolte. Différentes choses. Surtout à l'hôpital maintenant. Il n'a pas donné plus de détails. Quand les deux garçons eurent pris leur douche, je leur ai souhaité bonne nuit, en leur rappelant de ne pas veiller trop tard. Ensuite, j'ai ramassé leurs serviettes pour la lessive, remarquant une tache sombre sur ce qui devait être le t-shirt de Noah. Je l'ai déplié, le souffle coupé. Du sang. Pas beaucoup, mais indubitablement sur le dos du t-shirt. Mon cœur s'est emballé alors que je retournais vers la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. J'ai frappé doucement avant de la pousser d'1 centimètre. Noah, as-tu trouvé tout ce dont les mots sont morts dans ma gorge. Noah se tenait dos à la porte, torse nu, fouillant dans son sac à dos. Sa peau pâle était une toile de violence. De profondes ecchymoses violettes sur ses omoplates, des marques jaunâtres autour de ses côtes, ce qui ressemblait à des marques de ceinture striant le bas de son dos. Il s'est retourné rapidement, mais pas avant que j'aie tout vu. Nous nous sommes regardés pendant un instant figé avant que je ne retrouve ma voix. Je voulais juste m'assurer que tu avais assez de couverture, ai-je balbutié, m'agrippant au cadre de la porte. Noah a enfilé son t-shirt de nuit avec une vitesse étudiée. Ça va, merci. Sa voix était soudainement devenue de bois. Ses yeux se sont fermés. J'ai hoché la tête et reculé, fermant doucement la porte. Puis je me suis précipité vers la salle de bain, la main sur la bouche, luttant contre l'envie de vomir. Ces marques ne provenaient pas d'une chute de vélo ou de chahut. Quelqu'un avait délibérément blessé cet enfant de manière répétée, vicieuse et il l'avait caché avec l'habileté d'une longue pratique. J'ai passé les heures suivantes dans un brouillard de recherche, signe de maltraitance infantile, loi sur le signalement obligatoire, procédure locale des services de protection de l'enfance. L'écran s'est brouillé alors que les larmes remplissaient mes yeux. Que se passait-il dans cette maison? Qui le blessait? La mère qu'il était si réticent à déranger? Vers minuit, la porte de ma chambre a grincé. Ellis se tenait là en pyjama, paraissant plus petit que ses 10 ans. Maman, a-t-il chuchoté, tu es encore réveillée. J'ai tapoté le lit à côté de moi. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Il est monté, serrant ses genoux contre sa poitrine. J'aurais dû te le dire avant. Me dire quoi? Mon pouce est accéléré. Les yeux d'Ellis étaient grands ouverts dans la pénombre. À propos de Noah. Ça dure depuis un moment. Les bleus et tout. Il a dégluti difficilement. Il n'a jamais voulu que je le dise. Il m'a fait promettre. Depuis combien de temps sais-tu, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Depuis le cours de gym le mois dernier. Il se change toujours dans la cabine des toilettes. Mais une fois, j'ai vu quand son t-shirt s'est relevé. La voix d'Ellis a vacillé. Il a dit que c'était normal. Que tous les parents font ça parfois. Mon cœur s'est brisé à ces mots. Ellis, écoute-moi. Ce n'est pas normal. Aucun parent ne devrait jamais blesser son enfant comme ça. Je sais, a-t-il chuchoté. C'est pour ça que je lui ai dit de venir ici. J'ai serré mon fils dans mes bras, me demandant comment mon doux garçon, si protégé, avait pu porter ce fardeau seul. Tu as bien fait. Mais en le tenant, mon esprit courait déjà à l'avance. Que allais-je faire le matin? Comment pourrais-je protéger Noah sans le renvoyer vers l'horreur qui l'attendait à la maison? Une chose était certaine, une seule nuit n'allait pas suffire. Le matin est arrivé trop tôt. J'avais à peine dormi, mon esprit tournant avec ce que j'avais vu sur le dos de Noah. J'ai fait des crêpes, le plat préféré d'Ellis, espérant que la normalité pourrait apaiser la tension que je savais imminente. Les garçons sont arrivés ensemble dans la cuisine, Ellis bavardant à propos d'un jeu vidéo tandis que Noah hochait la tête. Il semblait différent à la lumière du jour, toujours sur ses gardes, mais avec une gaieté prudente qui me brisait le cœur.
C'était un enfant qui essayait désespérément de paraître normal. Bonjour, les garçons, ai-je dit, en retournant une autre crêpe. Bien dormi? Super. Ellis a attrapé le sirop avant même de s'asseoir. Noah a hoché la tête. Oui, merci. Le canapé était vraiment confortable. J'ai placé une pile de crêpes devant chacun d'eux. Manger. Je pensais que Noah pourrait peut-être rester un jour ou deux de plus. Noah s'est figé, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Vraiment, si tu le souhaites, ai-je dit prudemment. Ellis voulait qu'un ami vienne pour un marathon de films. Ellis a compris immédiatement. Ouais. On pourrait regarder tous les films Marvel dans l'ordre. L'espoir et la méfiance se lisaient sur le visage de Noah. Je ne veux pas déranger. Pas du tout, les jeux assurés. Mais nous devrions prévenir ta mère. Un fracas nous a tous fait sursauter. Noah avait fait tomber son assiette. Elle s'est brisée sur le sol, projetant des morceaux de crêpes et du sirop partout. Je suis désolé, a-t-il haleté, déjà à genoux pour ramasser les éclats. Je suis tellement désolé. Je vais nettoyer. La panique dans sa voix était insupportable. Je me suis agenouillé à côté de lui, prenant doucement les morceaux cassés de ses mains tremblantes. Ce n'est qu'une assiette, Noah. Les accidents arrivent. Sa respiration était courte, ses yeux se dardant vers la porte comme s'il s'attendait à ce qu'une punition entre. Je l'ai aidé à se relever, remarquant comment il tressaillait quand ma main touchait son bras. Après le petit déjeuner, j'ai envoyé les garçons jouer aux jeux vidéo pendant que je passais quelques appels. D'abord, leur école, l'école primaire de Pinewood. Ici Claire Whitmore, la mère d'Ellis. Je dois parler à mademoiselle Pendleton au sujet d'un de ses élèves. Quelques minutes plus tard, l'enseignante de 5e année d'Ellis était au téléphone. Madame Whitmore, est-ce que tout va bien? J'appelle au sujet de Noah Grieve, ai-je dit, en gardant la voix basse. Il a passé la nuit chez nous, et j'ai remarqué des signes préoccupants. Une longue pause. Quel genre de signes? Des ecchymoses. Beaucoup. Sur son dos et ses côtes. J'ai dégluti. Elle semble délibérée, mademoiselle Pendleton. Un autre silence. J'ai eu des inquiétudes, a-t-elle finalement admis. Noah est très réservé. Il porte des manches longues même par temps chaud. Mais sans quelque chose de concret, nous avons les mains liées. Ceci est concret, ai-je insisté. J'ai vu les marques moi-même. Noah vous a-t-il dit qu'il avait blessé? Non, mais Madame Whitmore, a-t-elle interrompu, sa voix douce mais ferme. Nous avons déjà enquêté sur la situation des Grieve. La mère de Noah a de bonnes relations en ville. Sans le témoignage de Noah ou des preuves claires liant les blessures à une personne spécifique, il est difficile de procéder. Ma frustration a monté. Alors tout le monde détourne le regard? Je n'ai pas dit ça. Sa voix s'est faite plus basse. Vous pourriez vouloir parler à Monsieur Rayford, notre conseiller scolaire. Noah le rencontre chaque semaine. J'ai raccroché, mal à l'aise. Ensuite, je suis allé à l'école en voiture, prétendant devoir déposer le déjeuner oublié d'Ellis. Le véritable but, trouver Monsieur Rayford. Le bureau du conseiller était niché dans un coin tranquille. Théodore Rayford était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la trentaine, avec des lunettes à monture métallique et un sourire prudent. Madame Whitmore, m'a-t-il salué. Que puis-je faire pour vous? J'ai fermé sa porte avant de parler. Je suis ici pour Noah Grieve. Son sourire a légèrement vacillé. Je ne peux pas discuter des élèves sans le consentement des parents. Même lorsque cet élève présente des signes de maltraitance? J'ai gardé ma voix stable. Rayford a ajusté ses lunettes. Toute préoccupation concernant la maltraitance serait traitée conformément au protocole. C'est-à-dire, exactement? Parce que je vois beaucoup de protocoles mais pas beaucoup de protection. Il s'est penché en avant. Madame Whitmore, ces situations sont délicates. Nous suivons la loi. Si nous soupçonnons de la maltraitance, nous le signalons. Et avez-vous signalé la situation de Noah? Ses yeux ont jeté un coup d'œil à son ordinateur. Je ne peux pas en discuter. Il est couvert d'ecchymoses, ai-je insisté. Des marques de ceinture. Et il est terrifié. L'expression de Rayford était illisible. Si vous avez été témoin de signes de maltraitance, vous devriez le signaler aux autorités.
Quelque chose dans son ton semblait faux. Trop répété, trop prudent. J'ai sorti mon téléphone. Ça ne vous dérange pas si j'enregistre cette conversation, n'est-ce pas? Par souci de clarté. Sa posture s'est raidie. Ce ne sera pas nécessaire. Je vous ai donné les conseils appropriés. En partant, la réceptionniste m'a interpellé. Madame Whitmore, un mot. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle avant de chuchoter, faites attention avec Rayford. Il est proche du conseil de l'église, le même dont l'oncle de Noah fait partie. Je suis rentré à la maison avec un sentiment de crainte grandissant. Quand je suis arrivé, Ellis montrait à Noah sa collection de bandes dessinées. Salut les gars, ai-je dit, en essayant de paraître normal. Noah, est-ce que ton père vit avec toi et ta mère? Les épaules de Noah se sont tendues. Non, madame. Ellis est intervenue. Son père n'est plus là. Pas depuis l'hiver dernier. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit prudemment. Est-il décédé? Noah a secoué la tête. Il est juste parti. Plus tard, pendant que les garçons jouaient dehors, j'ai cherché en ligne des actes de décès, des dossiers de divorce, n'importe quoi sur le père de Noah. Rien n'est apparu sous le nom de Grieve dans notre comté pour l'année écoulée. Ce soir-là, j'ai proposé de laver les vêtements de Noah. Il a hésité avant de me tendre son sac à dos. Il ne reste plus beaucoup de choses propres. Pas de problème. On peut tout mettre dedans. Alors que je vidais le sac à dos dans la buanderie, un carnet est tombé. Il s'est ouvert sur des pages remplies de dessins, des images sombres et dérangeantes. Une maison avec des flammes sortant des fenêtres. Une silhouette sombre planant au-dessus d'un petit garçon. Un enfant enfermé dans ce qui ressemblait à un placard, les mains frappant la porte. Mon estomac s'est noué. Ce n'étaient pas des gribouillages aléatoires. C'étaient les cauchemars de Noah capturés au crayon de cire et au crayon à papier. Cette nuit-là, un cri m'a réveillé en sursaut. Je me suis précipité dans la chambre d'amis pour trouver Noah se débattant dans son sommeil. Non, s'il vous plaît, a-t-il pleuré. Ne m'enfermez plus. Je serai sage. Noah, ai-je appelé doucement, en gardant mes distances. Noah, réveille-toi. Tu es en sécurité. Ses yeux se sont ouverts brusquement, sauvages de terreur avant de se fixer sur moi. La prise de conscience a suivi, puis la honte. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Ai-je réveillé tout le monde? Juste moi, l'ai-je rassuré, en m'asseyant délicatement sur le bord du lit. Veux-tu en parler? Il a secoué la tête, tirant la couverture plus serrée. Ce n'est pas grave. Mais Noah, si quelqu'un te fait du mal, je peux t'aider. Son visage est devenu inexpressif. Personne ne me fait de mal. Et ces ecchymoses sur ton dos? Je suis tombé d'un arbre. Le mensonge est venu facilement, rôder. J'ai soupiré. Noah, je dois parler à ta mère demain pour que tu restes plus longtemps. La peur a traversé son visage. S'il vous plaît, ne le faites pas. Elle sera fâchée que j'ai dérangé des gens. Tu n'es pas un dérangement, ai-je dit fermement. Mais je dois lui parler, de parent à parent. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'adresse indiquée dans l'annuaire de l'école. La maison des Grives était à la périphérie de la ville, une petite maison de plain-pied avec de la peinture écaillée et de l'herbe non tondue. Pas ce à quoi je m'attendais d'une famille soi-disant bien connectée. J'ai frappé 3 fois avant que la porte ne s'ouvre. Lana Grieve était mince et avait les yeux cernés, avec les mêmes cheveux blonds que son fils. Elle portait un uniforme de serveuse, et une ecchymose en voie de disparition ombrait sa pommette gauche. « Je peux vous aider ?» Sa voix avait un léger râle, comme si elle fumait trop. « Madame Grieve ?» Je suis Claire Whitmore. Noah a passé la nuit chez moi. Son expression est passée de la confusion à la lassitude. Noah est à l'école. Non, il est chez moi avec mon fils, Ellis. Il est venu hier et a demandé à passer la nuit. Ses doigts se sont resserrés sur le cadre de la porte. Il ne me l'a pas dit. Il a dit que vous travailliez de nuit. Pas la nuit dernière. Ses yeux se sont plissés. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vu des ecchymoses sur le dos de Noah. Beaucoup. Le visage de Lana s'est durci. Les garçons jouent brutalement. Ils tombent beaucoup. Celle-ci ne venait pas d'une chute, ai-je dit doucement. Elle ressemblait à des marques de ceinture.
Elle est sortie sur le porche, tirant la porte presque fermée derrière elle. Écoutez attentivement. Noah est mon fils. Ma responsabilité, pas la vôtre. Je suis juste inquiète. Il est à moi, a-t-elle sifflé. N'allez pas fouiller à moins d'être prête à affronter ce que vous trouverez. La menace dans sa voix était sans équivoque. Est-ce que quelqu'un le blesse, ai-je insisté. Est-ce que quelqu'un vous blesse, vous aussi? Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la peur. Peut-être. Rentrez chez vous, Madame Whitmore. Renvoyez Noah après l'école. Elle est rentrée, claquant la porte. Je suis resté dans ma voiture, les mains tremblantes. La confrontation n'avait fait qu'approfondir mes inquiétudes. Qui protégeait-elle? Elle-même? Noah? Quelqu'un d'autre? Ce soir-là, après que les garçons se soient couchés, j'ai installé une petite caméra dans le salon, une caméra de surveillance déguisée en horloge. Je détestais envahir l'intimité de Noah, mais j'avais besoin de preuves si je voulais l'aider. À minuit, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Allô? Silence, puis une voix d'homme, basse et délibérée. Vous n'êtes pas la première à poser des questions sur les grives. Soyez prudente. La ligne a été coupée. Le lendemain matin, j'ai visionné les images de la caméra de surveillance avec un nœud à l'estomac. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. À 2h17 du matin, Noah s'était glissé dans la cuisine, ouvrant doucement les placards jusqu'à ce qu'il trouve notre étagère à collation. Il a soigneusement pris 2 barres de céréales et une pomme, les a enveloppées dans une serviette en papier avant de les fourrer au fond de son sac à dos. Il a vérifié toutes les serrures de porte 2 fois, testant chacune d'elles. Puis il s'est assis sur le canapé, chuchotant ce qui ressemblait à des prières avant de retourner dans la chambre d'amis. Ce n'était pas juste un enfant qui se faufilait pour des collations de minuit. C'était un comportement de survie. Accumuler de la nourriture, s'assurer des voies de fuite, chercher une protection divine. Les signes classiques d'un traumatisme grave. Pendant que les garçons étaient à l'école, je me suis rendu au poste de police. L'agent Jameson était un vieil ami du lycée qui m'avait aidé lorsque des enfants du quartier avaient vandalisé mon garage l'année dernière. Rapport de police impliquant la famille Grieve, ai-je expliqué après les politesses. Quelque chose dans le système? Jameson a froncé les sourcils. Claire, tu sais que je ne peux pas simplement sortir des dossiers pour toi. S'il te plaît, Mike. Je pense qu'un enfant est en danger. Son expression s'est adoucie. Donne-moi une minute. Il est revenu avec un air troublé. 3 appels pour troubles domestiques au cours de la dernière année. Tous classés sans suite. Les notes mentionnent un malentendu à chaque fois. Qui a passé les appels? Différents voisins. Chose amusante, 2 familles ont déménagé peu de temps après. Il s'est rapproché. Il y a autre chose. Dylan Grieve, l'oncle de Noah, je crois. Il a été interrogé dans une affaire de personnes disparues il y a 5 ans. Un adolescent du groupe de jeunes de l'église. Rien n'en est sorti. Mon sang s'est glacé. Qu'est-il arrivé au garçon? Jamais retrouvé. Jameson avait l'air mal à l'aise. Écoute, sois prudente. Dylan a des relations avec le juge Marshall et le bureau du procureur. De retour à la maison, j'ai trouvé Madame Peterson de l'autre côté de la rue en train d'arroser ses fleurs. Elle vivait à Pinewood depuis toujours et connaissait les affaires de tout le monde. Ce pauvre garçon Grieve, a-t-elle murmuré quand j'ai mentionné Noah. Pas le premier, vous savez. Que voulez-vous dire? Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle avant de baisser la voix. Il y a eu un autre garçon, un enfant placé en famille d'accueil par l'église chez les Grieve il y a 5 ans. Un gentil garçon nommé Jamie. Puis un jour, pouf, disparu. Ils ont dit qu'il s'était enfui, mais... Elle a secoué la tête, personne ne l'a jamais revu. Cet après-midi-là, j'ai récupéré les garçons à l'école. Noah semblait plus détendu qu'avant, presque comme s'il s'autorisait à se sentir en sécurité. Après le dîner, Ellis est allée prendre sa douche, me laissant seul avec Noah dans la cuisine. Noah, ai-je dit doucement, j'aimerais que tu restes avec nous un peu plus longtemps. Est-ce que ce serait d'accord? Il a levé les yeux, surpris. Ma mère a dit que je pouvais? Je travaille sur cette partie, ai-je admis. Mais je veux que tu saches que tu es le bienvenu ici. Toujours. Il est resté silencieux un long moment.
Il y a un placard, a-t-il finalement chuchoté. À la maison. Sous les escaliers. Mon cœur a raté un battement. Qu'y a-t-il à ce sujet? C'est là que je vais quand je suis méchant. Sa voix était si petite. La pièce du placard. Parfois pendant toute une journée. J'ai lutté pour garder une expression neutre. Quitte Y mais. Il a commencé à plier sa serviette en carré de plus en plus petit. Maman dit que c'est pour me garder en sécurité. Quand oncle Dylan vient. Est-ce qu'oncle Dylan te fait du mal? Ai-je demandé prudemment. Les mains de Noah tremblaient. Il dit que c'est de la discipline. Que j'ai le diable en moi. Une larme a coulé sur sa joue. Il le fait aussi à maman. Quand elle essaie de l'arrêter. La pièce du puzzle s'est mise en place. Lana n'était pas l'agresseur. Elle était une autre victime, piégée dans le même cauchemar que son fils. Noah, je te promets que tu ne retourneras pas dans ce placard. Jamais. Cette nuit-là, Ellis est venu dans ma chambre en larmes. Je n'arrête pas de le voir dans ma tête, a-t-il sangloté. Noah enfermé dans un placard. Quelqu'un qui le frappe. Je l'ai serré dans mes bras. Je sais, bébé. C'est effrayant. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Je n'avais pas de bonne réponse. Certaines personnes sont brisées à l'intérieur, Ellis. Elles blessent les autres parce qu'elles souffrent. Mais nous allons aider Noah maintenant. Le lendemain matin, Ellis a trouvé une note pliée dans son sac à dos après notre arrivée à l'école. Il me l'a tendue avec de grands yeux. Mêlez-vous de ceux qui ne vous regardent pas, disait-elle en lettres capitales. Ou votre garçon apprendra ce qu'est la vraie douleur. Ma main a tremblé de rage et de peur. Quelqu'un menaçait mon fils maintenant. Après avoir déposé les garçons à l'école, j'ai remarqué un VUS noir garé de l'autre côté de la rue. Vitre teintée, jantes chères. Il m'a suivi pendant plusieurs pâtés de maison avant de tourner. Cet après-midi-là, le même VUS était garé près de ma maison. Cette fois, j'ai noté la plaque d'immatriculation et je l'ai suivi quand il est parti. Il m'a conduite à un imposant bâtiment en briques à la périphérie de la ville, l'église communautaire de Pinewood. À l'intérieur, une secrétaire m'a dirigé vers le bureau d'un membre du conseil. La plaque nominative indiquait « Dylan Grieve ». Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, début de la quarantaine, beau d'une manière sévère, avec les mêmes yeux bleus que Noah. Son sourire n'a jamais atteint ses yeux. Madame Whitmore, m'a-t-il salué en fermant la porte de son bureau. Je me demandais quand vous viendriez me chercher. Vous m'avez suivi, ai-je déclaré sèchement. Je surveille le bien-être de mon neveu. Sa voix était douce, contrôlée. Je comprends qu'il reste avec vous. Il est en sécurité avec moi, ai-je répliqué. Dylan a ri. Noah a besoin d'une direction ferme. Il a des problèmes de comportement. Sa mère manque de la discipline appropriée. C'est comme ça que vous appelez les ecchymoses sur son dos? De la discipline? Son expression s'est durcie. Les enfants ont besoin de structure. La Bible parle d'épargner la verge et de gâter l'enfant. La Bible ne prône pas la maltraitance des enfants. Maltraitance est un mot fort, il s'est penché en avant. Dites-moi, Madame Whitmore, connaissez-vous le programme de réhabilitation pour jeunes de notre Église? Nous aidons les garçons en difficulté à trouver le droit chemin. Un frisson m'a parcouru. Comme Jamie, le garçon placé en famille d'accueil qui a disparu il y a 5 ans? Quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. Vous mettez votre fils en danger, Madame Whitmore. Ellis, n'est-ce pas? Un enfant si confiant. Mes mains se sont crispées en poing. Restez loin de ma famille. Famille, a-t-il répété, presque amusé. Noah n'est pas votre famille. Il appartient à sa mère, sous une direction appropriée. Cette affaire est plus grande que vous ne le comprenez. Je me suis levé pour partir. Je comprends assez, et je ne reculerai pas. Alors que je sortais, Dylan m'a interpellé, demandez-vous pourquoi Lana ne part jamais, pourquoi elle revient toujours vers moi. Certaines chaînes ne sont pas visibles, Madame Whitmore. Je suis rentré chez moi en tremblant de colère et de peur. Noah était sur le canapé quand je suis arrivé, faisant semblant de lire tout en m'attendant clairement. Vous avez vu oncle Dylan, a-t-il dit sèchement. Comment le savais-tu? Vous avez le même regard que maman. Il a fermé son livre. Il vous a dit que je suis méchant, n'est-ce pas?
Que j'ai besoin d'une aide spéciale. Noah, non. Il dirige un camp spécial pour les garçons comme moi. La voix de Noah est devenue creuse. Les garçons qui ont besoin d'être réparés. Il n'y a rien à réparer chez toi, ai-je insisté. Jamie est allé au camp. Les yeux de Noah se sont remplis de larmes. Il n'est jamais revenu. Je me suis assise à côté de lui, en faisant attention de ne pas le toucher. Connaissais-tu bien Jamie? Noah a hoché la tête. Il a vécu avec nous pendant un certain temps. Il était gentil avec moi. Puis oncle Dylan a dit qu'il était possédé. Ils l'ont emmené au camp pour prier sur lui. Sa voix est tombée à un murmure. Je les ai entendus se disputer cette nuit-là. Jamie criait. Une horreur froide m'a envahi. Noah, je te promets que tu n'y retourneras pas. Ni à ta maison. Ni à aucun camp. Vous ne pouvez pas l'arrêter, a dit Noah avec la certitude résignée d'un enfant qui n'avait jamais été protégé. Personne ne le peut. Cette nuit-là, j'ai été réveillé par Ellis qui me secouait l'épaule. Maman. Noah est parti. Nous avons fouillé la maison frénétiquement. La chambre d'amis était vide, le sac à dos de Noah avait disparu. La porte arrière était légèrement entr'ouverte. Sur son oreiller se trouvait une note écrite d'une écriture enfantine, « Merci d'avoir été gentil avec moi. Je dois partir ou il fera du mal à Ellis aussi. » Noah s'était enfui pour nous protéger. Et je n'avais aucune idée de l'endroit où le trouver. J'ai fixé la note de Noah jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mes mains tremblaient en composant le 911. L'ami de mon fils a disparu, ai-je dit au répartiteur, ma voix se brisant. Il a 10 ans. Il a laissé une note disant qu'il s'est enfui. Les questions sont venues, rapides, depuis combien de temps était-il parti? Que portait-il? Une idée de l'endroit où il aurait pu aller? J'ai répondu du mieux que je pouvais, luttant contre une panique croissante. Madame, pourquoi cet enfant séjournait-il chez vous plutôt que chez son tuteur légal? Le ton du répartiteur a subtilement changé. Il était maltraité à la maison, ai-je dit fermement. J'ai des photographies d'Ekimos sur son dos et ses côtes. Une pause. Et vous avez signalé cela au service de protection de l'enfance? J'ai fermé les yeux. Je rassemblais des preuves. J'essayais de le protéger. Nous enverrons un agent pour prendre un rapport, a-t-elle dit finalement. En attendant, contactez les parents de l'enfant. Ellis se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours en pyjama, des larmes coulant sur son visage. Je l'ai serré contre moi. C'est de ma faute, a-t-il chuchoté contre mon épaule. Je l'ai trop poussé. Je n'arrêtais pas de poser des questions sur les bleus. Non, bébé, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Noah s'est enfui parce qu'il tient à toi. Il pense qu'il nous protège de son oncle. J'ai hoché la tête. Mais nous allons le trouver en premier. L'agent Bennett est arrivé 30 minutes plus tard. Il était jeune et a pris des notes copieuses, mais je pouvais voir le scepticisme dans ses yeux quand j'ai mentionné Dylan Grieve. Monsieur Grieve est très respecté dans cette communauté, madame, a-t-il dit prudemment. Ce sont de graves allégations. J'ai des photos, ai-je insisté, en lui montrant les photos que j'avais prises du dos de Noah pendant qu'il dormait. Et son propre témoignage sur le fait d'être enfermé dans un placard. L'expression de Bennett s'est légèrement adoucie. Je vais déposer le rapport. Nous allons commencer à chercher tout de suite. Après son départ, j'ai appelé tous ceux à qui je pouvais penser, l'école de Noah, les magasins locaux, la bibliothèque publique. Personne ne l'avait vu. En milieu de matinée, un petit groupe de recherche s'était formé dans mon salon, des parents de la classe d'Ellis, quelques voisins, mon amie Rachel du travail. Nous allons nous diviser en groupes, ai-je expliqué en dépliant une carte de Pinewood. Noah est à pied, donc il ne peut pas être allé bien loin. Alors que tout le monde se dispersait, mon téléphone a sonné. Lana Grieve. Vous avez perdu mon fils. Sa voix était plate. Lana, je fais tout ce que je peux pour le trouver, ai-je dit, en essayant de rester calme. Il a peur de votre frère, de ce que Dylan pourrait lui faire ou faire à Ellis. Un long silence. Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Alors aidez-moi à comprendre, ai-je plaidé. Aidez-moi à trouver Noah avant que Dylan ne le fasse. C'est trop tard. La défaite dans sa voix m'a glacé. Dylan sait qu'il est parti. Il a des gens qui le cherchent. Lana, s'il vous plaît. Je sais que vous voulez protéger Noah.
Un autre silence. L'ancien camp de l'église, a-t-elle finalement chuchoté. Au nord de la ville. S'il fuit Dylan, il pourrait y aller. Pourquoi là-bas? C'est là qu'ils ont emmené Jamie. Noah pense, il pense que s'il peut y trouver des preuves, quelqu'un le croira enfin. Sa voix s'est brisée. Mais Dylan vérifiera là-bas aussi. J'appelle la police, ai-je dit, attrapant déjà mes clés. Ils n'aideront pas, a insisté Lana. Pas contre Dylan. La moitié du département lui appartient. Je n'étais pas sûr si c'était vrai, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Restez près de votre téléphone. J'appellerai quand je l'aurai trouvé. Ellis a insisté pour venir avec moi, et je n'ai pas eu le temps de discuter. Nous avons conduit jusqu'à la lisière de la ville, en suivant des chemins de terre dans la forêt de pins. Le camp était en fait un groupe de cabanes délabrées entourant un plus grand pavillon, tous abandonnés depuis des années selon le panneau. Maman, a chuchoté Ellis alors que nous sortions de la voiture. Quelqu'un est passé par ici. Des traces de pneus fraîches coupaient la boue près du bâtiment principal. Mon estomac s'est noué. Noah, ai-je appelé, gardant Ellis près de moi. Noah, c'est Claire et Ellis. Nous sommes là pour t'aider. Silence, puis un bruissement derrière l'une des plus petites cabanes. Nous nous sommes précipités vers elle, trouvant une fenêtre étroite au niveau du sol, un sous-sol ou un vide sanitaire. Noah. Ellis s'est laissé tomber à genoux, scrutant l'obscurité. C'est toi. Un visage pâle est apparu dans la pénombre. Ellis? Comment m'as-tu trouvé? Le soulagement m'a envahi. Noah, Dieu merci. Sors de là, chérie. Nous devons t'emmener en lieu sûr. Je ne peux pas, a-t-il chuchoté, les yeux grands ouverts de peur. Oncle Dylan vient juste de passer. Il a des gens qui surveillent la route. Il t'a vu? Noah a secoué la tête. Je me suis caché quand j'ai entendu sa voiture, mais il sait que je suis ici. Je l'ai entendu parler au téléphone. J'ai jeté un regard nerveux par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Noah? Là où vont les mauvais garçons, a-t-il dit, la voix creuse. Oncle Dylan les amène ici pour être réparés. C'est ce qui est arrivé à Jamie. Sais-tu où est Jamie? Ai-je demandé doucement. Les yeux de Noah se sont remplis de larmes. Près du grand chêne, derrière le pavillon. Il y a une croix faite de bâtons. Mon sang s'est glacé. Noah, écoute attentivement. Nous allons te faire sortir, puis directement à la police. Si ce que tu dis est vrai. C'est vrai. Sa voix s'est élevée. Personne ne me croit, mais c'est vrai. Jamie a essayé de s'enfuir, et ils l'ont amené ici, et... Le crissement des pneus sur le gravier l'a interrompu. Des phares ont balayé les arbres alors qu'un véhicule approchait. Monte, ai-je sifflé, en aidant Noah à se faufiler par la fenêtre. Nous devons y aller maintenant. Nous nous sommes dépêchés de retourner vers ma voiture, en restant bas derrière les cabanes. Mais alors que nous atteignions la clairière, deux véhicules nous bloquaient le passage, le VUS noir de Dylan et une berline bleue que j'ai reconnue comme étant celle de Lana. Merveilleux, la voix de Dylan a retenti alors qu'il sortait de son véhicule. Toute la famille réunie. Lana est sortie de sa voiture, l'air terrifié. Dylan, s'il te plaît, rentrons à la maison. Après tous les ennuis que Noah a causés. Le ton de Dylan était étrangement agréable. Après les mensonges qu'il a racontés à Madame Whitmore, j'ai poussé les deux garçons derrière moi. Le seul menteur ici, c'est vous, Dylan. J'ai vu les ecchymoses de Noah. Je sais pour Jamie. Le sourire de Dylan n'a pas vacillé. Jamie était un garçon perturbé qui s'est enfui, tout comme Noah s'apprêtait à le faire. Jamie est enterré derrière le pavillon, ai-je dit, en observant son expression. N'est-ce pas? Quelque chose de dangereux a brillé dans ses yeux. Vous avez une imagination débordante, Madame Whitmore. Maman, a chuchoté Ellis en tirant sur ma manche. J'ai envoyé un texto. Quoi? J'ai baissé les yeux vers lui. À Madame Peterson. Quand on a trouvé Noah, je lui ai dit où on était. J'aurais pu l'embrasser. Garçon intelligent et courageux. Dylan a fait un pas de plus, et j'ai vu qu'il tenait quelque chose à son côté, une ceinture, pliée en deux dans son poing. Noah, a-t-il appelé, sa voix soudainement douce. Viens ici, mon fils. Il est temps de rentrer à la maison.
Noah tremblait contre moi. Non, a-t-il chuchoté. Noah, la voix de Dylan s'est durcie. Maintenant. Il ne va nulle part avec vous, ai-je dit, en tenant bon. Le sourire de Dylan a disparu. Cela ne vous concerne pas. C'est devenu mon affaire dès l'instant où Noah s'est présenté à ma porte, ai-je répliqué. Dès l'instant où j'ai vu ce que vous lui aviez fait. La discipline n'est pas de la maltraitance, a-t-il dit froidement, quelque chose que vous ne comprenez manifestement pas, à en juger par le comportement de votre fils. Lana s'est avancée, les mains tremblantes. Dylan, ça suffit. S'il te plaît. Il s'est tourné vers elle. Reste en dehors de ça. C'est ta faiblesse qui rend le garçon si rebelle. Pendant qu'ils se disputaient, j'ai fait avancer les garçons vers les arbres. Si nous pouvions atteindre la forêt, nous aurions peut-être une chance de revenir à la voiture. Dylan l'a remarqué. Ne bougez pas, a-t-il lancé sèchement, levant la ceinture de manière menaçante. Ça se termine maintenant. Un faisceau de lumière a soudainement percé l'obscurité, suivi par le hurlement d'une sirène. Une voiture de police est entrée dans la clairière, puis une autre. L'agent Bennett est sorti, la main sur son étui. Tout va bien ici, les gens? Le comportement de Dylan s'est transformé instantanément. Agent, Dieu merci vous êtes là. J'essaie de récupérer mon neveu, mais Madame Whitmore s'interpose. Bennett a regardé de Dylan à moi, puis au garçon. Noah Grieve. Noah s'est avancé légèrement. Oui, monsieur. Mon garçon, je dois te poser une question importante, a dit Bennett, s'agenouillant au niveau de Noah. As-tu peur de rentrer à la maison avec ton oncle? Noah a jeté un coup d'œil à Dylan, puis à l'agent. Pendant un instant, j'ai pensé que la peur le ferait taire à nouveau. Puis il a soulevé sa chemise, se tournant pour montrer son dos. Il me fait ça, a dit Noah, sa voix tremblante mais claire. Et il a fait du mal à Jamie, aussi. Jamie est enterré derrière le pavillon. Le visage de Bennett s'est durci alors qu'il se relevait. Monsieur Grieve, je vais vous demander de vous éloigner des enfants. C'est absurde, a bafouillé Dylan. Le garçon ment, monsieur. Les mains où je peux les voir, a ordonné Bennett, sa main se déplaçant vers son arme. Pendant un terrible instant, j'ai cru que Dylan allait se jeter sur Noah. Au lieu de cela, il a laissé tomber la ceinture et a levé lentement les mains. C'est un malentendu, a-t-il dit doucement. J'ai des amis au département. Le juge Marshall va éclaircir tout ça. Peut-être, a répondu Bennett en le menottant. Mais pour l'instant, vous êtes en détention pendant que nous enquêtons sur des allégations très graves. Alors qu'ils emmenaient Dylan vers une voiture de patrouille, Lana s'est effondrée à genoux, en sanglotant. Noah s'est approché d'elle avec précaution. Maman? Elle a levé les yeux, son visage strié de larmes. Je suis tellement désolé, Noah. Je ne savais pas comment l'arrêter. Il disait que je te perdrais, comme j'ai perdu la première. La première, ai-je répété, confuse. Les yeux de Lana ont rencontré les miens. Mon aînée, ma fille. Elle est allée vivre avec Dylan après le divorce. Quand elle a commencé à dire des choses sur lui, personne ne l'a cru. Sa voix s'est brisée. Puis elle a disparu. Placement en famille d'accueil. Il s'est assuré que je ne la retrouverai jamais. Je me suis agenouillé à ses côtés. C'est pour ça que tu es resté? Que tu l'as laissé approcher Noah. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Madame Whitmore? Une femme officier s'est approchée. Nous devons prendre les dépositions de tout le monde, et nous devrons vérifier derrière le pavillon. J'ai jeté un coup d'œil au garçon. Est-ce que ça peut attendre demain matin? Les enfants en ont assez subi ce soir. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Première chose demain. Pour l'instant, Noah devra aller avec les services de l'enfance. Non, a crié Noah, s'accrochant à Alice. S'il vous plaît, peut-il rester avec nous, ai-je demandé. Juste jusqu'à ce que les choses soient réglées. L'officier a réfléchi. En tant que placement d'urgence, peut-être. Je vais devoir passer quelques appels. Alors que la police sécurisait la scène, j'ai rassemblé les deux garçons dans mes bras. Noah tremblait encore, mais quelque chose avait changé dans ses yeux, une petite étincelle d'espoir là où il n'y avait eu que résignation. C'est fini, lui ai-je chuchoté. Il ne peut plus te faire de mal. Promis, a-t-il demandé, sa voix petite.
Promis, ai-je répondu, même si je savais que le chemin à parcourir serait long et difficile. Pour ce soir, au moins, il était en sécurité. Et pour un enfant qui n'avait connu que la peur, c'était tout. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'interrogatoires de police, d'audiences au tribunal et de réunions avec des travailleurs sociaux. Noah est resté avec nous en vertu d'une autorisation de placement d'urgence en famille d'accueil, un miracle de paperasse et de fonctionnaires compatissants. L'enquête à l'ancien camp de l'église a confirmé nos pires craintes. Derrière le pavillon, sous une croix rudimentaire de bâton, ils ont trouvé des restes humains. Les dossiers dentaires les ont plus tard identifiés comme étant ceux de James Weller, 14 ans, porté disparu 5 ans plus tôt. Dylan Grieve a été maintenu en détention sans caution, inculpé de multiples chefs d'accusation de maltraitance d'enfants, de séquestration et finalement de meurtre. Son arrestation a provoqué une onde de choc dans notre petite ville. Le scandale a touché tout le monde, des responsables de l'église qui avaient fermé les yeux aux administrateurs scolaires qui avaient ignoré les signes avant-coureurs. Noah s'est vu assigner une assistante sociale nommée Darlene Wilson, une femme pragmatique aux yeux bienveillants qui venait 2 fois par semaine pour prendre de ses nouvelles. Il se porte remarquablement bien, compte tenu des circonstances, m'a-t-elle dit lors d'une visite, en regardant Noah et Ellis construire une forteresse en Lego dans le salon. Les enfants sont résilients, mais ils ont besoin de stabilité. Ils se sentent en sécurité ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite, ai-je demandé, la question qui m'empêchait de dormir la nuit. Retournera-t-il chez Lana? Darlene a soupiré. Elle a entamé un programme de traitement pour les survivantes de violences domestiques. C'est un bon début, mais la guérison prend du temps. Pour l'instant, si vous êtes d'accord, nous aimerions que Noah reste avec vous. Bien sûr, ai-je dit sans hésiter. Aussi longtemps qu'il en aura besoin. Les séances de thérapie de Noah ont commencé la semaine suivante. La docteure Laura Simon s'était spécialisée dans les traumatismes de l'enfance et avait un bureau rempli de matériel d'art et de jouets à manipuler. Noah est sorti de sa première séance silencieux mais pas renfermé à un progrès, selon la docteure Simons. Il porte beaucoup de culpabilité, a-t-elle expliqué en privé. Pour ne pas avoir protégé sa mère, pour Jamie, pour avoir mis Ellis en danger. Nous travaillons là-dessus. Ellis, mon doux garçon empathique, semblait comprendre instinctivement ce dont Noah avait besoin. Il incluait Noah dans tout, le défendait farouchement à l'école et ne le poussait jamais quand Noah avait des jours silencieux. Mais tout le monde n'était pas aussi solidaire. Les chuchotements ont commencé à la sortie de l'école, se sont propagés à l'épicerie, à la réunion de l'association des parents d'élèves. Elle essaie de voler l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai toujours pensé qu'elle était seule après le divorce. Avait-elle vraiment besoin d'impliquer la police? Cela n'aurait-il pas pu être réglé en privé? Rachel m'a prévenu un matin autour d'un café. Les gens parlent, Claire. Les Grieve avaient des relations. L'arrestation de Dylan a embarrassé beaucoup de gens importants. Qu'ils parlent, ai-je dit, bien que les mots piquent. La sécurité de Noah est plus importante que les ragots. Les chuchotements se sont transformés en critiques ouvertes lorsque les premières visites supervisées de Lana se sont bien passées. 2 fois par semaine, elle et Noah se rencontraient au centre des services familiaux, reconstruisant lentement leur relation. C'est sa mère, m'a acculé Trish Baker après une fonction scolaire. Ne pensez-vous pas que le garçon devrait être avec elle? J'ai pris une profonde inspiration. Je pense que Noah doit être là où il se sent en sécurité. En ce moment, c'est avec nous. Mais j'espère qu'un jour, il pourra être de nouveau avec Lana. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est la confession privée de Lana lors d'une de nos réunions, je ne sais pas si je serai un jour assez forte pour le protéger correctement. J'ai échoué avant. 1 mois après l'arrivée de Noah, Darlene est venue pour sa visite régulière avec une expression troublée. Nous devons parler, a-t-elle dit une fois que les garçons étaient dehors. Il y a eu une plainte officielle concernant votre aptitude en tant que parent d'accueil. Mon cœur s'est serré. De la part de qui? Anonyme, officiellement, mais elle est passée par l'avocat de Dylan. Elle avait l'air désolée. Nous devons enquêter sur toute plainte. Il y aura des visites à domicile supplémentaires, des entretiens avec les garçons, des vérifications d'antécédents. Il est en prison, et il essaie toujours de contrôler Noah, ai-je dit, la colère montant dans ma gorge. C'est une tactique, a convenu Darlene. Mais ne leur donnez rien à utiliser contre vous. Ce placement est temporaire jusqu'à ce que le tribunal prenne une décision permanente. Le processus d'évaluation a été intrusif et épuisant.
Chaque aspect de ma vie a été passé au crible, mon horaire de travail, mes finances, ma philosophie parentale, même mon divorce. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu une façade calme pour le bien des garçons. Mais à l'intérieur, j'étais terrifié à l'idée de perdre Noah. Pendant ce temps, Élise s'est jetée à corps perdu dans la défense de son ami. Lorsque son professeur a demandé des discours sur le courage, Élise s'est tenue devant sa classe et a parlé avec son cœur. Le courage, ce n'est pas seulement faire des choses dangereuses, a-t-il commencé. Parfois, c'est dire la vérité quand tout le monde veut que vous vous taisiez. Parfois, c'est être la famille dont quelqu'un a besoin quand sa propre famille lui fait du mal. Mademoiselle Pendleton m'a appelé ce soir-là, la voix chargée d'émotion. Claire, je vous dois des excuses. J'aurais dû faire plus pour Noah. Nous aurions tous dû, ai-je répondu, en pensant à tous les adultes qu'il avait laissés tomber. L'audience préliminaire pour le cas de Dylan a apporté une autre avancée. L'enquête avait rouvert de vieilles questions sur d'autres garçons qui étaient passés par le programme de réhabilitation de Dylan. Deux se sont manifestés avec des histoires similaires d'abus, bien qu'aucune ne soit aussi grave que celle de Noah. Et puis est venue la plus grande révélation, Lana a accepté de témoigner contre son frère en échange de l'immunité et de l'entrée dans un programme de réhabilitation complet. Son témoignage a détaillé des années de manipulation et d'abus, commençant dans leur foyer d'enfance et se poursuivant dans son mariage et sa maternité. Il contrôlait tout, a-t-elle dit au procureur. Qui je voyais, où je vivais, comment j'élevais Noah. Quand j'ai essayé de partir, il a menacé de m'enlever Noah, a dit qu'il dirait à tout le monde que j'étais une mère indigne, que je ne reverrai jamais mon fils. À mesure que la nouvelle de la coopération de Lana se répandait, le vent de l'opinion publique a commencé à tourner. Les gens qui avaient chuchoté dans mon dos s'arrêtaient maintenant pour demander comment allait Noah. Certains ont même admis qu'ils avaient soupçonné des problèmes chez les Grives mais n'avaient pas su quoi faire. 4 mois après que Noah ait frappé à notre porte, j'étais assise à une audience du tribunal de la famille, le cœur battant à tout rompre alors que la juge Williams examinait le dossier. Mademoiselle Grieve fait des progrès louables, a noté la juge, mais la stabilité reste une préoccupation. L'enfant a formé un lien significatif avec la famille d'accueil. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Whitmore, êtes-vous prête à continuer en tant que parent d'accueil de Noah dans un avenir prévisible? Oui, votre honneur, ai-je dit sans hésiter. Aussi longtemps que nécessaire. Et mademoiselle Grieve, comprenez-vous cet arrangement? Lana a hoché la tête, les yeux baissés. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Noah. En ce moment, ce n'est pas moi. La juge a rendu sa décision, Noah resterait sous ma garde, avec des droits de visite supervisés accordés à Lana, qui pourraient s'étendre à mesure qu'elle progresserait dans sa guérison. Un examen a été fixé pour 6 mois plus tard. À l'extérieur du tribunal, Lana s'est approchée de moi. Merci, a-t-elle dit doucement. D'avoir fait ce que je ne pouvais pas faire. Vous devenez plus forte chaque jour, lui ai-je dit. Noah le voit. Elle a souri tristement. Il appelle votre maison chez lui maintenant. Ça fait mal, mais c'est juste. Ce soir-là, j'ai mis Noah au lit, quelque chose qu'il avait récemment commencé à permettre. La juge a dit que je pouvais rester, a-t-il dit, sa voix petite dans l'obscurité. Aussi longtemps que tu le voudras, ai-je confirmé. Il est resté silencieux un moment. Et si je voulais rester pour toujours? Mon cœur s'est gonflé. Alors nous travaillerons aussi là-dessus. Sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité. Je n'ai plus peur, a-t-il chuchoté. Pas comme avant. En fermant sa porte, j'ai trouvé Élise qui attendait dans le couloir. Est-ce que Noah va vraiment être mon frère, a-t-il demandé. Est-ce que ça te plairait? Son large sourire était une réponse suffisante. Le lendemain, j'ai déposé les premiers papiers pour la tutelle permanente, la première étape vers une éventuelle adoption de Noah si cela devenait ce qui était le mieux pour lui. La route à venir était incertaine, mais pour la première fois depuis des mois, elle était remplie d'espoir plutôt que de peur. Ce week-end-là, nous avons commencé à construire une cabane dans les arbres dans le jardin, un projet que Noah avait timidement suggéré. Pendant que nous travaillions, Noah riait librement, ne tressaillant plus au mouvement brusque ou au bruit fort. En le regardant, j'ai réalisé que nous ne construisions pas seulement une cabane dans les arbres. Nous reconstruisions une vie qui avait été brisée par la cruauté, pièce par pièce, avec patience et amour. Une maison reconstruite plus forte à ses points de fracture. 1 an plus tard, je me tenais dans notre cuisine, m'émerveillant de tout ce qui avait changé.
Le calendrier sur le mur était bondé d'activités, les matchs de baseball d'Ellis, les rendez-vous de thérapie de Noah, maintenant réduits à 2 fois par mois, les plans du week-end et les événements scolaires. Un chaos normal et magnifique. Maman. Noah a encore pris le reste des Cinnamon Toast Crunch. Le cri indigné d'Ellis a retenti depuis la salle à manger. Pas du tout. J'ai laissé genre 3 morceaux, a rétorqué Noah en riant. 3 morceaux, ce n'est pas une portion. C'est juste des miettes. J'ai souri en arrivant au coin du mur. Il y a une autre boîte dans le garde-manger, reine du drame. Les garçons étaient assis à table, uniformes froissés, cheveux encore en désordre après le sommeil. Ellis, maintenant âgé de 11 ans, avait grandi de presque 8 cm au cours de l'année écoulée. Noah, toujours plus petit mais plus douloureusement mince, avait développé une multitude de taches de rousseur sur son nez après des heures passées à l'extérieur. Nous allons être en retard, leur ai-je rappelé en attrapant les clés de la voiture. La réunion parents-professeurs est cet après-midi, donc tante Rachel vient vous chercher à l'école. On peut manger de la pizza ce soir, a demandé Noah en jetant son sac à dos sur son épaule. Bien sûr, mais avec des légumes sur au moins la moitié, ai-je répliqué. Dégueu, ont grogné les 2 garçons à l'unisson. Ces moments ordinaires me coupaient encore le souffle parfois. Le badinage facile, les demandes désinvoltes, l'absence de peur dans les yeux de Noah. L'année n'avait pas été facile, mais la guérison était venue par petites touches régulières. Le procès de Dylan s'était conclu il y a 3 mois par de multiples condamnations, dont un meurtre au second degré pour la mort de Jamie. La sentence, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Noah n'avait pas assisté au procès, mais il avait écrit une déclaration que le procureur avait lue au tribunal et des mots simples et dévastateurs sur des placards, des ceintures et la peur, qui avaient laissé de nombreux jurés en larmes. Lana avait maintenu sa sobriété depuis 10 mois maintenant. Elle travaillait dans un restaurant local et suivait une thérapie 2 fois par semaine. Ses visites supervisées avec Noah s'étaient progressivement étendues pour inclure des week-ends occasionnels. Leur relation restait compliquée, fragile par endroits, mais un amour sincère transparaissait à travers les fissures. Après avoir déposé les garçons à l'école, je me suis rendu à mon bureau au centre communautaire. Ce qui avait commencé comme du bénévolat, aidant les familles à naviguer dans les services sociaux, s'était transformé en un poste à temps plein de directrice d'un nouveau programme de défense des familles en crise. L'idée était venue après que la couverture médiatique locale de l'affaire de Noah ait provoqué des dizaines d'appels de parents qui soupçonnaient des abus mais ne savaient pas quoi faire. Vivian Marsh, la journaliste qui avait initialement été sceptique quant à mes préoccupations, est devenue notre plus grand soutien médiatique. Claire, vous avez un appel de la coalition de l'État, a appelé mon assistante alors que je m'installais à mon bureau. La coalition voulait que je prenne la parole à leur conférence annuelle, que je partage le parcours de notre ville, du silence complice à la protection active des enfants vulnérables. Depuis l'arrestation de Dylan, 2 autres cas d'abus avaient été découverts et traités. Le mur du silence s'effritait. Ce soir-là, après la pizza et les devoirs, Noah a disparu dans sa chambre, revenant avec une enveloppe scellée. C'est pour ma mère, a-t-il expliqué en s'agitant nerveusement. Elle m'a encore écrit. Lana avait commencé à écrire des lettres à Noah il y a 6 mois, une suggestion de leur thérapeute familial. Parfois, Noah les lisait immédiatement. D'autres fois, elle restait non ouverte pendant des jours. « Veux-tu qu'on la lise ensemble » ai-je demandé. Il a secoué la tête. Je pense que je veux répondre cette fois. Mon cœur s'est serré. C'est un grand pas. Elle essaie vraiment, a-t-il dit simplement. Et docteur l'aura dit que c'est normal d'avoir des sentiments compliqués. Plus tard, j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre pour le trouver penché sur un carnet, formant soigneusement les mots. La guérison se présentait sous de nombreuses formes. Le week-end suivant, Ellis a eu l'idée de construire une extension à leur cabane dans les arbres, une petite terrasse avec une rambarde où il pourrait s'asseoir et lire des bandes dessinées. On devrait lui donner un nom, a décidé Ellis alors que nous rassemblions le matériel. Comme un nom spécial. Noah a réfléchi à cela en mesurant une planche. Que dirais-tu de la maison sur ? J'ai essayé de ne pas montrer à quel point ce nom m'affectait. C'est parfait. Travaillant ensemble à l'ombre tachetée, les garçons sont tombés dans un rythme facile, Ellis tenant les planches pendant que Noah martelait, tous deux se disputant de bonne humeur sur le design. Ils ont développé la complicité synchronisée des frères, anticipant les besoins et les mouvements de l'autre. Le lundi, un courriel est arrivé de Vivian Marsh.
Son long article sur l'affaire de Noah et ses conséquences avait été repris par une publication nationale. La réponse avait été écrasante, incitant les législateurs de l'État à revoir les lois concernant le signalement obligatoire et la surveillance des églises. Il demande la création d'un comité spécial, écrivait Vivian, pour examiner comment les institutions peuvent être tenues responsables lorsqu'elles protègent les agresseurs. Votre militantisme a rendu cela possible, Claire. J'ai transmis le courriel à Darlene Wilson, qui était devenue à la fois une collègue et une amie. Progrès, a-t-elle simplement répondu. 2 semaines plus tard, nous avons célébré l'anniversaire d'Ellis avec un barbecue dans le jardin, amis de l'école, voisins, famille. Notre maison débordait de rires et de conversations. Alors que la fête touchait à sa fin, Ellis a fait teinter une canette de soda avec une fourchette, s'éclaircissant la gorge de manière théâtrale. « Je veux porter un toast », a-t-il annoncé. À mes 11 ans, ce qui est pratiquement presque un adolescent. Des rires ont parcouru l'assemblée. Mais surtout, a poursuivi Ellis, son expression devenant sérieuse, à Noah. Parce que si Noah n'avait pas frappé à notre porte cette nuit-là, je n'aurais pas su à quel point je pouvais être courageux, ou à quel point la vie est meilleure avec un frère. Noah a baissé la tête, mais pas avant que je n'ai attrapé son sourire. Un bonheur sans réserve, authentique. Il a cogné l'épaule d'Ellis affectueusement. Cette nuit-là, après que les invités soient partis et que les garçons soient au lit, je me suis assise sur la balançoire du porche, regardant les lucioles s'élever de la pelouse. Noah m'a rejointe, enveloppée dans une couverture malgré la douceur de la soirée. « Tu n'arrives pas à dormir ?» ai-je demandé, en lui faisant de la place à côté de moi. Il a secoué la tête. « Je pense trop. » Nous nous sommes balancés en silence confortable pendant un moment avant qu'il ne reprenne la parole. J'ai décidé ce que je veux faire quand je serai grand. Oh. Et qu'est-ce que c'est? Travailleur social, a-t-il dit doucement. Comme Darlene. Pour être quelqu'un qui écoute quand un enfant dit s'il vous plaît. J'ai avalé la boule que j'avais dans la gorge. Tu serais merveilleux à ça. Penses-tu que... Il a hésité. Penses-tu que certaines choses arrivent pour une raison? Même les mauvaises choses? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je pense que nous pouvons trouver un sens dans la façon dont nous y répondons, dans la façon dont nous nous aidons mutuellement à guérir. Noah a hoché la tête, s'appuyant contre mon épaule. Je suis content d'être venu ici cette nuit-là. Moi aussi, mon cœur. Nous sommes restés assis ensemble, regardant les étoiles apparaître une par une, à l'aise dans notre silence partagé. Le voyage n'était pas terminé. Il y aurait des jours difficiles à venir, des revers, de nouveaux défis à mesure que Noah grandirait. Mais la fondation était solide maintenant, construite sur la confiance, la patience et un soutien indéfectible. Il avait demandé à rester pour une nuit, mais ce dont il avait vraiment besoin, c'était d'un endroit pour enfin se reposer, pour être un enfant sans peur, pour guérir à son propre rythme, pour rêver d'un avenir brillant de possibilités. Et en trouvant un foyer pour Noah, j'avais découvert un but plus profond pour moi-même. Les parties brisées en nous tous avaient commencé à se réparer, plus fortes d'avoir été fracassées. Un coup à la porte avait tout changé. Le courage d'un enfant nous avait tous transformés. La respiration de Noah s'est approfondie à côté de moi, son corps se relaxant dans le sommeil. Je l'ai couvert davantage avec la couverture, ne voulant pas le réveiller tout de suite. Certains moments de paix méritent de s'attarder. Que feriez-vous si les ecchymoses d'un enfant vous forçaient à choisir entre la sécurité et le silence? Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez pour aider d'autres voix à se faire entendre.